Le meilleur de l'information sur Évasion Guinée, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Les relations entre la Guinée et le Ghana se portent comme un charme. Illustration de cette embellie relationnelle, les deux pays viennent de relancer les travaux de la commission mixte de coopération Guinée-Ghana. Les échos, c'est dans cette édition. Journée mondiale de la famille célébrée cette année sous le thème promouvoir l'intégration sociale et la solidarité entre les générations. Et pour la circonstance, coup de projecteur sur certaines familles confrontées à des difficultés d'ordre conjoncturel. Dossier à suivre dans ce journal. Et puis le village Souma à la croisée des chemins, la pauvreté qui sévit dans ce village situé dans la préfecture de Koubia pousse de nombreux jeunes à l'exode. À cela s'ajoutent les pesanteurs sociologiques, notamment le mariage précoce des filles. C'est le grand format de cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Politique pour commencer ce journal. Le gouverneur de la ville de Conakry félicite les autorités locales pour leur implication dans, je cite, la réussite des opérations de révision des listes électorales. Commandant Sékou Resco Camara a conféré ce mercredi avec les chefs de quartier, chefs secteurs et les ligues islamiques communales. La rencontre a permis aux deux parties d'évoquer les préparatifs du scrutin du 30 juin et la recrudescence du grand banditisme dans la capitale. Mamadi Kamsoko. La révision des listes électorales qui vient de s'achever a suscité de l'engouement auprès de la population. Une opération qui doit son succès à la forte implication des autorités à la base. Au cours de cette rencontre avec les chefs secteurs et les chefs de quartier élargis aux ligues islamiques communales, le gouverneur de la ville de Conakry s'est dit fier de leur travail sur le terrain. Après cette étape cruciale pour la tenue des élections législatives, commandant Sékou Resco Camara compte sur ses invités dans la sensibilisation des citoyens pour accompagner la date du 30 juin. Vous avez prouvé aux gens que nous sommes des responsables. Vous avez accepté de faire la grande mobilisation. Vous avez informé, sensibilisé nos populations. Ils sont déplacés pour aller se recenser. Parce que c'est un droit civique. Au nom des chefs de quartier, au nom des chefs secteurs, au nom des membres du conseil de ville, au nom du région de Conakry, nous allons soutenir la date prévue pour les élections législatives le 30. Autre volet abordé par le gouverneur est la recrudescence de la criminalité dans la banlieue de Conakry. Les récentes attaques en pleine journée à Taouya et à Matoto sont jugées intolérables par Sékou Resco Camara. C'est pourquoi il a annoncé que des mesures sont en train d'être prises pour anéantir les fauteurs de troubles. Ils ont commencé à s'attaquer à la maison des citoyens. Et ces citoyens vivent dans les quartiers et dans le secteur. Prenez votre disposition. Si un citoyen est arrêté avec les armes, ou bien il est indécis, ou bien il est signalé, après les informateurs, la famille et tous ceux qui sont impliqués seront cités dans le dossier, ils seront tous arrêtés et mis à la disposition de la justice. Mais moi je vous recommande de reprendre encore les vigilances. Les escadrons, à partir d'aujourd'hui, ils ont à la disposition de la population. Une démarche appréciée par les autorités locales qui sont déterminées à endiguer l'insécurité dans leur quartier et secteur en collaborant avec les forces de l'ordre. En tant qu'autorité locale, nous nous sommes dit qu'il faut s'impliquer sans parti pris, sans considération ni d'ethnie ni de classe sociale, pour qu'ensemble nous puissions nous aussi contribuer à la finition de cette transition qui n'a fait que trop durer. Par rapport à l'insécurité, nous sommes organisés dans les quartiers jusqu'au niveau des chefs carrés. À tout moment, nous faisons des réunions au niveau des conseils des quartiers. Nous avons des conseils de jeunesse. En plus de cela, nous avons une étroite collaboration avec les services de sécurité. Nous avons pris tout le temps, toute la journée, on est derrière les opérateurs pour que vraiment l'opération réussisse. Donc les citoyens se sont très bien recensés, même ceux qui ne voulaient pas sont venus à la dernière minute pour se faire recenser. Le gouverneur de la ville de Conakry entend démarrer prochainement une tournée d'information et de sensibilisation dans les 5 communes de la capitale.
Et oui, le grand banditisme dans la haute banlieue de la capitale, un véritable serpent de mer à juguler absolument. Dans le même sillage, le Parti des démocrates guinéens vient d'annoncer son intention d'aller aux élections le 30 juin prochain. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi à Conakry. Le président de ce parti en a profité pour plaider pour des législatives inclusives. Et là, Joumar Bari nous en dit plus. Il s'agissait au cours de cette conférence de presse d'annoncer au peuple de Guinée la participation des démocrates guinéens aux prochaines élections législatives. Le président de ce parti s'est adressé au chef de l'État et a plaidé pour des législatives inclusives. Nous avons déposé des dossiers pour un candidat à l'uninominal pour la préfecture de Tougué et 76 candidats pour la liste nationale. Nous sommes nombreux, nous sommes 77 candidats. Et moi, j'ai décidé d'aller me présenter dans ma préfecture. Les autres candidats aussi auraient choisi leur préfecture ou une autre préfecture. Nous avons un parti très jeune. Nous sommes au 8e mois de notre création. J'ai conseillé au président, professeur Alpha Condé, de ne pas aller aux élections législatives sans l'opposition. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de transparence, mais nous voulons aller assister parce qu'un parti politique, nous avons créé notre parti politique, c'est un parti légalement constitué, alors c'est tout à fait normal qu'on aille aux élections. Pour une sortie heureuse de la crise, Abdourahmane Bakayoko demande au chef de l'État et à l'opposition de dialoguer. Et c'est justement dans ce contexte politique que le réseau des ONG pour le civisme, l'intégration africaine et la démocratie a animé ce mercredi une conférence de presse, occasion pour les membres de cette structure de se pencher sur la situation socio-politique qui prévaut dans le pays, tout en déplorant les violences qui ont ponctué ces derniers temps les manifestations politiques. Ils ont plaidé pour un climat de paix et d'entente indispensable à la tenue de toute échéance électorale. La situation sociopolitique préoccupe les Guinéens de tous bords. Après les efforts et sacrifices consentis par ce peuple, le réseau des ONG pour le civisme et l'intégration africaine estime que l'implication de chacun est nécessaire pour éviter le pire à la Guinée, car les Guinéens n'auront rien à gagner dans les violences, la destruction des édifices et les morts d'hommes. Le réseau lance un appel aux partis concernés pour le maintien de la paix dans le pays. La mouvance et l'opposition de faire preuve de responsabilité dans tous leurs actes en évitant la violence sous toutes ses formes, notamment verbale et physique. D'éduquer civiquement les militants conformément à la charte des partis politiques, à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, du code de bonne conduite des partis politiques et d'autres textes en vigueur. À la communauté africaine et internationale, de continuer à accompagner la Guinée dans sa marche vers une démocratie plurielle et un développement durable. Pour ce qui est du processus électoral en cours, le réseau pense qu'à l'image des autres pays, comme le Niger, la Côte d'Ivoire, les acteurs impliqués doivent faire preuve de responsabilité pour mettre fin à cette transition, et ce pour le bien de tous. À la Commission électorale nationale indépendante de mesurer l'enjeu des actes posés par elle et le défi à relever, car la paix et la stabilité du pays en dépendent beaucoup. Le succès et la réussite dépendent de la gouvernance au sens large, dans toute indépendance et d'impartialité qu'elle fera de son institution et ses démembrements. Nous demandons aux organisations de la société civile d'être témoins directs et impartiaux de ce processus sur l'ensemble du territoire national sans faire plaisir aux uns et aux autres. Par la même occasion, les membres du réseau plaident pour une prolongation des activités de révision des listes électorales en vue d'une participation massive des Guinéens aux législatives prochaines. S'il était possible de prolonger pour 2 ou 3 jours au maximum, ça serait souhaitable. Des législatives tant attendues par les Guinéens qui pensent que seule la tenue de ces élections pourra faire avancer la Guinée et les Guinéens.
Changeons de décor pour aborder le chapitre coopération de cette édition. Les travaux de la 8e session de la commission mixte de coopération Guinée-Ghana se sont ouverts ce mercredi à Conakry. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition. Durant 2 jours, les représentants des 2 pays vont tenter de passer en revue les domaines de coopération multisectorielle, une manière de redonner force et énergie aux liens séculaires entre Conakry et Accra. Le point avec Saran Kamara. 25 ans après la 7e session de la commission mixte de coopération Guinée-Ghana, les 2 pays relancent de nouveau les liens historiques qui les unissaient autrefois. À cet effet, les 2 chefs de délégation ont déploré la non-tenue des sessions précédentes. Ils ont ainsi exhorté les experts guinéens et ghanéens à faire des propositions concrètes et réalistes dans tous les secteurs d'intérêt commun en vue de redynamiser la coopération économique, sociale, scientifique et technique entre Conakry et Accra. Cette session se tient dans un contexte international marqué notamment par les effets de la crise financière et économique mondiale, rendant ainsi plus difficile l'accès à l'aide publique au développement. Cette situation doit nous inviter à dynamiser davantage notre coopération économique et technique et à nous acheminer vers des solutions novatrices plus bénéfiques. Le gouvernement guinéen souhaite donc que cette 8e session de notre grande commission mixte de coopération nous permette de fédérer de nouveau nos initiatives et de mettre en commun nos énergies pour atteindre nos objectifs. La partie ghanéenne a abordé dans le même sens celui d'assurer un meilleur avenir à la Guinée et au Ghana. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, les potentialités que regorgent les 2 pays devraient permettre de créer les meilleures conditions pour une coopération multiforme, exemplaire et bénéfique pour les peuples guinéens et ghanéens. Autre rencontre, mais dans un autre registre, la problématique de l'emploi des jeunes en Guinée au centre d'une rencontre de 2 jours qui a débuté ce mercredi au Palais du Peuple. Elle regroupe une centaine de participants venus des structures associatives et administratives de la jeunesse, des ONG étrangères et des institutions de microfinance. L'objectif de la rencontre est de vulgariser le nouveau programme d'appui à l'emploi des jeunes, PIGE 2. Les explications dans ce compte rendu de Ben Oumar Silla. C'est un atelier national de vulgarisation et d'appropriation du nouveau programme d'appui à l'emploi des jeunes dans sa phase 2. Il vise à consolider les acquis en cours par l'insertion des jeunes, la multiplication et la diffusion du programme PEJ 2. Il est aussi question de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des projets prévus et à la mise en œuvre des stratégies de mobilisation. Présidé par les ministres en charge de l'emploi, l'ouverture des travaux a mobilisé plusieurs représentants d'institutions accréditées en Guinée et une centaine de participants venus des associations de jeunesse, d'ONG, d'institutions de microfinance et plusieurs structures fêtières de la Guinée. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et des Sports est convaincu que le PEJ n'est pas la solution miracle pour faire face à tous les problèmes d'insertion socio-économique des jeunes. La solution durable au défi de l'emploi des jeunes réside dans le dynamisme de l'économie et dans une croissance économique forte et régulière. Face alors au taux élevé du chômage des jeunes, source aujourd'hui de la criminalité, le gouvernement de la Troisième République a engagé un programme de formation professionnelle à l'horizon 2015, un programme soutenu par l'UNICEF. Pour le représentant de cette institution en Guinée, c'est un droit pour les jeunes de bénéficier de l'aide des institutions. Je voudrais souligner que c'est le droit des jeunes de bénéficier de tout notre soutien, de bénéficier de tous les soutiens des institutions, organismes qui ont en charge la réalisation, la contribution à la réalisation des droits des enfants et des jeunes. Dans son discours d'ouverture des travaux de ce PEJ 2, le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a insisté sur le cadre d'intervention pour la réinsertion des jeunes qui, pour lui, se retrouvent aujourd'hui dans les rues. Le document de programme d'appui à l'emploi des jeunes est un cadre d'intervention.
Sa mise en œuvre efficace devrait favoriser l'accès à l'emploi en faveur de tous ces jeunes qui aujourd'hui sont dans les rues et qui servent parfois à des causes qui ne devraient pas l'être. Mais pour que cela soit possible, il nous faut nous approprier les activités, les stratégies et le mécanisme de gestion proposés dans ce document. C'est là tout l'intérêt de la présente rencontre et des travaux que vous allez mener. Cette rencontre de 2 jours va ouvrir une série d'ateliers de vulgarisation pour favoriser l'appropriation des initiatives adoptées par l'ensemble des acteurs dans tous les secteurs de promotion d'emploi en faveur des jeunes au niveau des 4 régions administratives du pays. Autre facette de l'actualité, je vous le disais en titre, promouvoir l'intégration sociale et la solidarité entre les générations. C'est le thème cette année de la Journée mondiale de la famille, une journée célébrée le 15 mai de chaque année. Occasion pour nous de nous pencher sur les problèmes et les besoins de certaines familles, des familles qui sont confrontées en Guinée à moult difficultés. Reportage à Giratoba. La famille, c'est l'ensemble des personnes apparentées vivant sous le même toit, à savoir le père, la mère et les enfants. Une famille où les parents ont un grand rôle à jouer. La femme, tout comme l'homme, doit s'occuper des enfants, notamment la femme, car le mari va au travail. La manière dont tu t'occupes de ton enfant, c'est de la même manière que tu dois faire pour celui d'autrui. En plus de ce rôle traditionnel, il est aussi important de promouvoir l'intégration sociale et la solidarité entre les générations, comme l'indique cette année le thème de la Journée internationale de la famille. Si tu veux qu'il y ait entente entre tes voisins et toi, il faut t'amuser avec eux. Tu les prends tous au même pied d'égalité. Comme beaucoup de Guinéens, Fatmata ne connaît pas l'existence et le but de la célébration de la Journée mondiale de la famille. Une journée instituée par la résolution 47-237 de l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre 1993. Une occasion pour les gouvernants de se pencher sur les divers problèmes qui affectent les familles et les moyens pour améliorer leurs conditions de vie. En Guinée, en plus des difficultés à l'accès aux services sociaux de base, les revenus des familles ne permettent pas d'être à l'abri du besoin. Actuellement, les choses coûtent cher et ce que nous gagnons ne nous permet pas d'avoir tout ce dont on a besoin. Si la femme travaille, elle peut aider son mari. D'où la nécessité de la mise en place de stratégies à court, moyen et long terme afin de faire face aux besoins socio-économiques des familles qui s'agrandissent au fil des ans à travers les mariages et les naissances. Journée mondiale de la famille, une journée célébrée dans la grisaille. Dans l'actualité également, une conférence débat s'est tenue ce mercredi à l'université Nongo Conakry. Elle était axée sur la fraude fiscale. C'est une initiative de l'encadrement de cette institution universitaire. La rencontre a été rehaussée de la présence du président du comité d'audit à la présidence de la République. Les détails dans ce compte-rendu de Fanta Conté. Cette conférence débat qui a porté essentiellement sur les fraudes fiscales a été animée par les étudiants en licence 3 droit des affaires de l'université Nongo Conakry. Elle a permis de donner d'amples explications sur les domaines de manifestation de la fraude fiscale, les conséquences et les moyens de lutte contre cette pratique qui nuit dangereusement à l'économie nationale. L'objectif est de les amener à cerner tous les contours liés à ce thème. Le choix de ce thème a été très réfléchi. Nous avons supposé que ce thème est l'un des thèmes qui a beaucoup plus de problématiques dans ce pays, et parce que tout simplement le domaine fiscal est un domaine qui est très complexe, très ambigu à cerner. Et sur ce, nous nous engageons et nous sommes lancés pour en faire un bâton de combat pour essayer de faire comprendre aux autres quels sont les problèmes liés à ce thème. L'État ne puise nulle part ses revenus que dans ces impôts qu'il collecte dans les mains de ses contribuables. Donc si ces contribuables refusent de payer l'impôt, ça peut avoir une conséquence néfaste sur le développement de notre pays. La présence du président du comité d'audit à cette rencontre a été vivement saluée par les étudiants, car cela a permis de les édifier sur la façon dont certains cadres guinéens s'y prennent pour détourner les deniers publics. Une très bonne initiative, un bon sujet. J'ai une appréciation sur la fraude fiscale, une appréciation négative, d'où qu'elle vienne. D'abord,
Maintenant, par rapport à notre pays, c'est l'une des sources de beaucoup de catastrophes, c'est l'une des sources de développement, c'est l'une des sources de beaucoup de retards dans beaucoup de domaines parce que les recettes fiscales doivent venir pour compléter l'État dans ces projets de développement du pays. Je suis très satisfait. Je tiens à remercier l'arrivée de cette autre personnalité pour partager vraiment son savoir avec nos étudiants qui sont en fin de cycle. Les étudiants ont eu l'honneur de l'inviter comme vraiment les acteurs de la place pour venir en tant qu'arbitre dans nos locaux, partager vraiment le savoir et restituer vraiment ce qu'il a, ses expériences à travers nos étudiants qui ont vivement apprécié sa venue ici et vraiment c'était de taille, quoi. Pour l'encadrement de l'université Nongo Conakry, le choix de ce thème est évocateur, une manière d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité de multiplier ces genres d'initiatives qui permettront à coup sûr de freiner cette pratique néfaste en Guinée. Venons-en maintenant à ce grand format que je vous annonçais au sommaire de cette édition. Le village Souma, situé dans la préfecture de Koubia, semble depuis quelque temps se vider de ses bras valides. Il faut dire que la pauvreté s'est accrue considérablement dans cette localité. Les jeunes en quête de bien-être n'ont alors guère de choix que de quitter le village. Sur place, les filles sont mariées à l'âge très précoce. Les problèmes conjoncturels et sociologiques des jeunes à Souma, grand format signé Mfale Guilavogui. La prière de 16 heures à la mosquée de Souma, une petite mosquée dont le haut-parleur peine à se faire entendre à 30 mètres de distance. Ce village de Koubia est situé à 15 km du Sénégal et à 5 km de la République du Mali. Souma, un village délabré comme une banlieue pauvre où il n'y a plus de jeunes. Ces derniers sont à la recherche du bien-être dans plusieurs pays voisins. Ali Aïdara rentre de Bamako où il a passé 10 ans. Nous souhaitons que le gouvernement nous aide pour que nous puissions avoir des activités sans sortir en aventure. Vous savez, parce que moi j'étais à Bamako, la vie est tellement chère en aventure là-bas. Mieux vaut avoir des activités chez toi au lieu d'aller trop baser chez quelqu'un là. Donc notre souhait c'est pour que le gouvernement puisse nous soutenir pour avoir des activités, pour que la jeunesse puisse avoir des activités, parce que la vie est moins chère en Guinée. Donc notre souhait c'est ça, pour que le gouvernement puisse nous aider pour que nous puissions quitter dans cette crise-là. Ousmane Touré vit à Dakar où il fait ses études. Ce jeune de 25 ans déplore l'exode rural qui frappe de plein fouet son village natal. Actuellement je suis à Dakar, en 3e année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis venu ici voir la famille, les parents et tout le monde. Pratiquement on ne voit pas de jeunesse à part les enfants et les vieillards. Toute la jeunesse est hors des frontières de la Guinée. Parce que pas d'espoir, pas de moyen de se développer, ils sont obligés d'aller à l'extérieur. Mais vous voyez ça aussi, c'est parce qu'aussi ils ont l'espoir ailleurs. Mais dans tout ça, ils reviennent quand même avec quelques mètres qu'ils ont eu à récolter à l'extérieur pour venir aussi donner des coups de main, des coups de pouce ici, aider un peu les enfants et les parents. Autre phénomène qui freine l'épanouissement des jeunes de Souma, c'est le mariage précoce. Aucune chance n'est donnée par exemple aux jeunes filles d'étudier. Dianka Sissé a 2 enfants. Elle a été donnée en mariage par ses parents à l'âge de 13 ans. Je suis mariée en Souma. Ce que nous voulons que vous allez aider les jeunes de là. Ils ont fini d'étudier, mais n'ont pas vu de travail. Vous avez étudié jusqu'à quel niveau? 6e année. C'est mon père qui ne voulait pas que je vais étudier, parce que mon père est au stage. Les habitants de Souma sont dialonqués. Ils viennent de Touba, pratiquent l'agriculture et l'élevage. Si c'est un barayang, de l'Ayaksia, de Messenu, de l'Ubarakarang, et ma barasoro, de l'Uyase qui l'a mon bal ma demain. Mais comme on a trop de problèmes chez nous. Les jeunes ont étudié mais n'ont pas d'emploi. Ils préfèrent aller dans certains pays. On a des projets mais pas de financement. La jeunesse souffre beaucoup ici.
Et la jeunesse a multiples problèmes parce que, vous savez, chez nous ici, c'est un lieu très enclavé. Les jeunes ont besoin de football. On n'a pas de terrain aussi. Je veux vous assurer aussi, nous avons formé ici quelques groupements, vraiment groupements agricoles. C'est là-bas que la jeunesse a tellement basé. Pour promouvoir les activités villageoises, Ousmane d'ores et déjà rêve à plusieurs projets gigantesques. Il plaide pour l'emploi des jeunes ressortissants de Souma. Mon plus grand rêve aussi pour ce village, c'est de voir que des infrastructures comme l'électrification, les routes, tout ça soit mis en place pour essayer de désenclaver aussi, mais aussi ouvrir le village vers l'extérieur. Comme ça, l'électrification avec les moyens de nouvelles technologies, occuper aussi les écoles et tout, avec l'informatique, les enfants aussi qui accèdent à l'ordinateur et tout, et aussi développer pour le développement du village. L'exode rural, le mariage précoce, des phénomènes qui sont à l'origine de l'extrême pauvreté dans les zones rurales du pays. Ailleurs dans le monde, 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, produit intérieur brut, c'est la définition technique de la récession, définition qui s'applique désormais à la France. La deuxième économie de la zone euro subit elle aussi les effets d'une crise qui n'en finit pas. Coup dur pour François Hollande, alors que le chef de l'État français défend sa politique à Bruxelles. 17 ans qu'un président français n'avait pas été entendu par la Commission européenne. Explication. La situation est grave, mais pas désespérée. Tel pourrait être le credo de François Hollande lors de son déplacement à Bruxelles. Grave car sa visite à la Commission européenne ne pouvait pas intervenir à un pire moment. C'est aujourd'hui que la France est entrée officiellement en récession, un recul de 0,2% sur le premier trimestre. Pas désespéré car l'Europe confirme accorder 2 ans supplémentaires pour réduire ses déficits, 1 sur 6, sous condition. Ces 2 années, si elles sont confirmées, notamment après par les États membres, devront être mises à profit pour accélérer les réformes structurelles dont dépend la croissance de demain. Le président français a intégré la leçon. C'est un grand oui aux réformes pour la France, dit-il, pour rassurer les autres pays européens aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un écart de compétitivité qui s'est créé ces dernières années. Et donc, la responsabilité, ma responsabilité, c'est de prendre, avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, les décisions pour la croissance et pour la compétitivité, et je l'ai rappelé devant le collège des commissaires. Un écart de compétitivité illustré par la courbe du chômage. Le taux de demandeurs d'emploi a atteint un niveau record en mars avec 3 200 000 personnes sans aucune activité. Selon les experts, la France est minée par la récession des pays d'Europe du Sud. L'Italie et l'Espagne sont véritablement les principaux partenaires commerciaux de la France. C'est ce qui explique que l'économie française est si faible. Par ailleurs, nous avons aussi une très faible demande intérieure due à la politique fiscale engagée qui est très sévère pour les contribuables. Le pouvoir d'achat des Français accuse un repli record de 0,9% en 2012, plus du double des premières estimations faites en fin d'année. C'est pourquoi Bruxelles vient de placer la France sous étroite surveillance. Le plan de réforme va être passé au crible de la Commission. Verdict le 29 mai. La Syrie maintenant, avec une illustration de l'atrocité de la guerre qui déchire le pays. Image macabre qui a fait le tour des réseaux sociaux. Rebelles qui éviscèrent le cadavre d'un soldat et qui mangent son cœur. Attention, si les plus sensibles sont à vos côtés, les images qui vont suivre sont particulièrement difficiles à soutenir. Suivez. A fait le tour du net, elle nécessite un décryptage. Car dans cette guerre syrienne, les frontières de la barbarie sont désormais largement franchies. Cet homme répond au nom d'Abou Sakar, chef d'un groupe rebelle indépendant. Sur ces images, il mutile le cadavre d'un soldat syrien pour lui en extraire le cœur et en croquer un morceau, afin, dit-il, de venger les siens. Des images insoutenables, mais semble-t-il, bien réelles. Nous avons bien peur qu'il s'agisse d'une vidéo authentique qui ne fait que refléter l'extension de la violence en Syrie, mais aussi la tournure sectaire que prend ce conflit. C'est une énorme source d'inquiétude pour Human Rights Watch. Il n'y a pas de guerre propre, mais celle-ci a glissé vers l'atroce. Doit-on s'en étonner quand on voit que la communauté internationale tourne le dos au conflit syrien? Comment éviter dès lors qu'une situation où la population est baignée dans la haine, l'angoisse et l'horreur quotidienne ne donne lieu parfois à des actes de démence morbide?
Le rôle de la communauté internationale est capital. Et surtout, pourquoi la Russie et la Chine refusent-elles toujours que la Cour pénale internationale soit saisie? Nul ne sait quand ni comment le conflit syrien trouvera une issue. Mais quoi qu'il en soit, il faudra des années, voire des générations, pour soigner les blessures d'une population plongée dans l'enfer. Lamentable ce qui se passe en Syrie. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir aux téléspectateurs de qui sont sur plateau.